Rose-Marie François, je suis très heureux de vous revoir, même si les conditions ne sont pas idéales avec ces écrans qui nous séparent, pour évoquer avec vous votre dernier roman en date, qui est paru chez Maelström Éditions, et dont le titre merveilleux est Au soleil la nuit. Alors, première question, comment situez-vous ce roman que l'éditeur appelle un thriller, un roman policier? Comment le situez-vous dans le parcours de votre œuvre littéraire? Je dirais un roman policier d'un genre nouveau, parce que moi, les romans policiers, ça me fait peur. C'est pas ce que je préfère, mais quand l'éditeur m'a demandé d'écrire un roman policier, j'ai d'abord cru qu'il se trompait d'adresse, quoi. Et puis, le lendemain matin, je me suis rappelé un examen que j'avais passé, un examen écrit, euh, que j'avais donné à l'université d'Uppsala en 1969, où j'avais été à un cours de suédois et on nous avait laissé le choix du sujet. Il fallait écrire un récit, de quoi tester notre connaissance de la langue suédoise. Voilà. Et donc, c'est l'éditeur David Giannoni qui vous a commandé un livre, alors. Oui, alors vous savez, une commande, d'abord c'est déroutant, surtout un genre que je n'ai jamais utilisé. Bon, j'ai écrit des romans, des recueils de poèmes, des pièces de théâtre, des essais, tout ce que vous voulez, vous me connaissez quand même un peu, mais alors ce genre-là, non, m'était complètement étranger. Et puis, ça est devenu stimulant, c'était une sorte de défi, voilà. Alors, comme c'est un roman policier, c'est très difficile d'en parler parce qu'il ne faut pas dévoiler le dénouement de l'intrigue, le dénouement de l'énigme qui Surtout joue, pas. qui joue sur différents niveaux, sur les personnages, sur les genres que vous mêlez. Et en particulier, ce qui rend votre roman différent, si on peut ainsi le qualifier, c'est le fait qu'un de vos personnages est elle-même pratique elle-même l'écriture de nouvelles, de textes courts, de fiction que Oui, vous avez insérés dans le roman. Alors, comment ça s'est passé cette insertion de nouvelles dans un roman? voilà, c'est que l'inspecteur qui vient enquêter sur la mort de Marie-Jeanne euh, se demande si c'est un suicide ou bien un accident ou bien vraiment un crime. Et pour essayer de comprendre si cette femme était suicidaire ou quoi, ben, il a l'idée de se servir des écrits de cette jeune femme. Et donc, il va trouver euh, la, son amie intime, son amie proche, qui, elle, a emmagasiné tous ces brouillons de sa copine, qui ne pouvait pas laisser ça chez elle parce qu'elle est mariée avec quelqu'un qui ne supporte pas tout ce qui est art, écriture, peinture, etc. Donc, elle doit un peu cacher cette chose. Alors là, c'est la raison pour laquelle des nouvelles sont insérées, c'est la raison dans le récit. Mais comment est-ce qu'à vous, romancière, vous est venue cette idée-là? Comment est-ce que vous êtes dit, tiens, je peux là explorer un peu un style différent d'une histoire linéaire? Mais comme il s'agit d'un accident mortel, Peut-être pourriez-vous raconter, Rose-Marie François, peut-être pourriez-vous dire quelques mots sur le début de l'histoire. Donc le début de l'histoire, c'est deux amies, Marie-Jeanne, Marianne. Marie-Jeanne est décédée dans un accident de voiture lors d'un voyage qu'elle faisait vers le Grand Nord. Et c'est un inspecteur d'assurance qui vient voir sa meilleure amie Marianne pour tenter de déceler s'il y a une possibilité que ce soit autre chose qu'un accident. oui, c'est-à-dire qu'il faut préciser qu'au moment où Marie-Jeanne meurt en voiture qu'elle conduit, elle a à bord un autostoppeur qui, lui, survit à l'accident. Et donc, si
Ben, il a été blessé. Donc, il a quand même subi des dommages. C'est pour ça que c'est un inspecteur d'assurance qui vient, que ce n'est pas un inspecteur de police. Non, 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 c'est un inspecteur d'assurance. Mais il veut tout de même savoir si on ne pourrait pas verser des dédommagements supplémentaires, parce que si elle s'est suicidée, elle a entraîné son autostoppeur dans la mort. Donc, il y a là des choses à arranger. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans la démarche de l'inspecteur et dans cette recherche qu'il fait à partir de textes de fiction, des textes courts de fiction, qui sont ceux écrits par Marie-Jeanne, la victime de l'accident dans sa jeunesse, est-ce que d'une certaine manière, la démonstration que vous voulez faire est celle qui consiste à considérer que dans toute fiction, il y a une part de soi, il y a une part que l'on ne parvient jamais à dissimuler, quel que soit le degré d'invention que l'on met en place dans la fiction? Très belle question. Jean Jonio, ça c'est vraiment la question. Parce que en fouillant les écrits de Marie-Jeanne, j'ai retrouvé un de mes récits que j'ai écrit à l'âge de 17 ans en allant à l'examen oral, en réto, à l'examen oral de maths. Et je raconte que à Mons, puisque ça se passe à Mons, il y a grève des trams et que donc, pour aller à l'examen, on va faire de l'autostop. Et la voiture qui emmène Marie-Jeanne tombe dans la haine. Une des premières nouvelles que j'ai écrites, c'était à l'âge de 17 ans, en allant au lycée de Mons, à l'examen oral de maths, qui n'était pas ma branche forte. Bon, mais enfin, passons là-dessus. Et comme il y a grève des trams, on doit faire de l'autostop. Et la voiture dans laquelle je monte, enfin et puis ce sera Marie-Jeanne, ça c'est vraiment l'élément autobiographique, c'est le seul. Je parlerai du reste. Cette voiture tombe à l'eau dans la rivière Aisne, cet affluent de l'Escaut qui donne son nom au Hainaut. Mais je ne raconte pas la suite de cette histoire, mais c'est quand même tombé à l'eau, quoi. Et je me souviens, quand il y avait du désespoir dans l'air, dans mon enfance, j'entendais les vieilles personnes du village, c'était à Beaudour, Douvrin pour être précis, qui disaient « Je vais d'aller me rouer au canal, donc je vais me jeter à l'eau ». Et puis ma grand-mère m'avait parlé de personnes qui regrettaient leur suicide et qui sortaient, enfin qui ne sortaient pas précisément, mais qui essayaient de sortir en s'agrippant aux berges pierreuses. Et quand on retrouvait les cadavres, les personnes avaient les mains en sang, les ongles arrachés, etc. Donc moi, c'était ma grande terreur. Et d'autre part, l'eau m'attirait. L'eau m'attirait et j'en avais peur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, il y a tout à fait. Il y a une autre attirance que l'on voit dans ce livre-ci, mais dans plusieurs autres, et notamment dans des nouvelles, c'est l'attirance vers le nord, vers les pays baltes, vers ici la Suède, mais aussi vers les langues de ces pays-là. Alors, d'où est venue cette attirance pour vous, Rosemarie François? Oh là, oui, il y a beaucoup de questions dans la vôtre, là. Je vais essayer de répondre en les sériant. Bon, d'abord, j'ai une formation de germaniste. La première langue étrangère que j'ai apprise, c'est le néerlandais. Mais avant cela, j'ai été punie par ma mère. J'ai été au début de l'école primaire et ma mère m'a entendu parler picard avec une petite fille du village. Elle m'a rappelé, il faisait un temps splendide, pas comme maintenant. Elle m'a dit, prends ton ardoise et ta touche. Où je me suis dit, aïe, 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 une punition. Je raconte d'ailleurs cette histoire dans La Belle Enceinte qui a eu, non pas dans La Belle Enceinte, un autre, enfin peu importe, qui a eu le prix triennal de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
écrit 10 fois, je ne peux pas parler patois. 10 fois, mais je n'aurais jamais terminé. Et il fait si beau dehors. Il faut S à patois. Le Larousse est derrière toi. Je pousse une chaise parce que c'est tout en haut, on les a mis hors de ma portée exactement, mais enfin bon, je descends ce volume très lourd et je vois qu'il faut S à patois. Elle aurait pu me le dire, mais la voix de ma mère résonne dans mes oreilles. Tu ne peux pas parler patois, tu ne peux pas parler patois. Et en pleurant, en faisant ma punition jusqu'au bout, j'ai pris conscience du fait que j'avais 2 langues. À l'école et à la maison, on parle le français. Et au village, je ne savais pas que ça s'appelait picard. On disait patois. Et j'ai dit donc, moi j'ai 2 langues, on ne veut m'en laisser qu'une seule, mais il y en a encore d'autres. Il y a le flamand, il y a l'anglais des gentils libérateurs, il y a l'allemand des méchants allemands, mais ça, je ne pouvais pas savoir à l'époque que j'allais faire ma thèse en allemand, etc. Évidemment, j'étais toute petite. Mais je me suis jurée que j'apprendrai encore beaucoup d'autres langues. Non! Voilà. Et donc, là, on voit d'où vient votre goût pour le multilinguisme, mais d'où vient l'attirance vers les pays du Nord, les pays baltes et la Suède, comme on l'évoque dans ce roman? Ah, eh bien là, Jean, vous m'ouvrez un coin de mémoire qui était complètement fermé. Comme pendant que j'étais assistante en grammaire allemande et en grammaire comparée, un des profs de la section qui enseignait les langues scandinaves m'a dit, moi si j'étais une jeune personne maintenant, je me spécialiserais en langue scandinave. Bon, je suis allée à son cours, j'y ai pris goût, mais surtout, j'ai rencontré dans le train un jeune homme qui venait faire ses études en Belgique et qui m'a donné ma première phrase de suédois. Vernoen mannen raserie beware oss milde Herre Gud. Vernoen mannen raserie beware oss milde Herre Gud. Et ça veut dire de la fureur des Normands, délivre-nous Seigneur. Donc c'était l'ironie totale. Et nous sommes restés amis encore maintenant, mariés, enfants, grand-père, grand-mère. Très bien. Est-ce que, Rose-Marie-François, vous pourriez nous dire en quelques mots, parce que le temps passe et on arrive au bout de cet entretien qui a été interrompu à un moment donné par la technologie. J'aimerais que vous nous disiez ce qu'apporte à votre roman le fait d'être situé en 1969, c'est-à-dire à une année où on ne peut pas imaginer ni concevoir, nous, aujourd'hui, qu'à cette époque-là, il n'y ait pas eu de téléphone, de photo digitale, de smartphone, tous ces éléments qui font que la vie d'alors était aussi différente par rapport à la nôtre que l'est le Moyen-Âge par rapport à ces années-là. Absolument. Et puis, on est juste après 68. On est encore dans l'après-guerre. C'est l'ère de la liberté. On fait confiance à tout le monde. Là, quand je suis allée au Cap Nord, j'ai pris des autostoppeurs dans ma voiture, mais moi-même, j'ai des milliers de kilomètres en autostop, moi-même comme autostoppeuse. J'ai failli mourir d'un mini-choléra au Kurdistan. On faisait du stop dans le nord de l'Afrique, dans toute l'Europe. C'était fabuleux, c'était fabuleux. Et il n'y avait pas cette agressivité, cette crainte de l'autre. L'antisémitisme s'était un peu calmé après les horreurs de la Shoah. Il n'y avait pas encore les attentats. Donc, on pouvait y aller, on se sentait libre. On avait toute la planète était notre jardin. Mm-hmm.
Et je Très reviens bien. à votre... Rosemarie François, c'est sur ce mot de jardin que nous allons terminer cet entretien. Je vous en remercie et je propose à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder de lire le roman dont je rappelle le titre, Au soleil la nuit, un très beau titre qui paraît